Est-ce la France qui a tué ce gendarme, comme le dit sa veuve hier matin? Pourquoi ce laxisme judiciaire qui tue nos compatriotes? Comment se fait-il que cette personne était autorisée à rester en France? À ces questions répondront Alain Escada, président de Civitas International, et Patrice Magneron, président de l'Initiative pour la défense de la nation française. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui monte, qu'on vient à peine de lancer, déjà 192 000 abonnés. Cette chaîne qui parle essentiellement d'actualité, qu'on ne traîne pas trop, on les traite pas trop et pas trop bien dans les grands médias. Nous, on va en profondeur et c'est pour ça que j'ai invité nos deux amis ici présents. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est présente. Vous cliquez sur le lien en description et vous la recevez aussi sec. Donc, à ma droite, Patrice Magneron, vous le connaissez bien. Il est président de l'Initiative pour la défense de la nation française. C'est quoi déjà, en deux mots? Alors, en deux mots, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 6 mois et qui défend la famille, l'éducation, la sécurité et bien évidemment la nation française dans son ensemble. Elle doit être défendue aujourd'hui, la nation française. Et à ma gauche, Alain Escada, président de Civitas International. Alors, on a beau vouloir s'en débarrasser, eh ben, Civitas International est toujours là. Malgré la dissolution de Civitas France par Darmanin, il y a toujours des moyens de rebondir. Voilà, toujours présent. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux à ce plateau. Dites-moi, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que, en effet, comme le dit la veuve, c'est la France qui a tué le gendarme? Alors là, je pense qu'il y a une faute de langage de la part de la veuve, qui évidemment est prise sous le coup de l'émotion, et on le comprend fort bien. Mais ce n'est pas la France qui a tué son mari, ce sont les gouvernants. Ce sont les juges, les magistrats laxistes. Ce sont tous ceux qui ont empêché depuis des décennies qu'il y ait une gestion de l'immigration qui soit juste et correcte. Mais on ne peut pas dire que ce soit la France qui ait tué son mari. Je pense qu'au contraire, les Français sont eux-mêmes très nombreux à être victimes de cette situation sans porter l'uniforme. Bien sûr, on regrettera la mort d'un gendarme, mais combien de simples citoyens français, de la jeune lycéenne aux retraités, se font agresser, se font tuer parfois par la faute de ce laxisme qui est omniprésent depuis des décennies. Et on sait aussi que justement, en dehors même du laxisme des parlementaires, des ministres, il y a cette façon de mal gérer la chose par le syndicat de la magistrature, entre autres. Il faut aussi pointer du doigt ceux qui ont les possibilités de mettre à l'ombre les délinquants et qui ne le font pas. C'est vrai, et on a tellement de cas, tellement de faits divers, on s'en rappelle même plus. D'ailleurs, cher Patrice, on en parlait en antenne, je te disais, voilà, il y avait ce soldat qui avait été poignardé par un Congolais le mi-juillet, et dont on ne se rappelait plus, et puis d'autres cas, je crois qu'elle a eu plein cet été, mais on ne sait plus qui quoi qu'est-ce. Est-ce que nous vivons, comme l'avait écrit à l'époque Laurent Berton, une forme de France orange mécanique? Oui, il y a une montée en puissance. Juste revenir sur les propos de M. Escada. Moi, je pense qu'on a quand même une part de responsabilité, tous. Alors, bon, dire que c'est la France, bon, voilà, en tant que nation française, unifiée, qui est responsable, qui a causé la mort, on va dire, de ce malheureux gendarme, non, mais je pense qu'on a tous, nous, en tant qu'individus, une part de responsabilité, parce que systématiquement, dès qu'on n'est pas touché par un problème, eh bien, on détourne le regard, on met la poussière sous le tapis, et puis on passe son chemin.
Ça passe par des actes de la vie quotidienne. Voilà, c'est des incivilités qu'on ne va pas traiter comme elles devraient l'être. C'est aussi le vote. Alors, en ce moment, on a un petit problème de gouvernement en France, mais il y a la prise de conscience, on va dire, elle tarde, elle se fait vraiment de façon beaucoup trop lente. Et je pense qu'à ce niveau-là, oui, on est des victimes de nos gouvernants, mais après tout, c'est nous qui les mettons en place. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir que les gens réagissent et se disent, mais ce qui s'est passé là, ça pourrait nous arriver à nous. Oui, mais est-ce que les gens réagissent? Parce que, regarde, on sait... En gros, les gens ne suivent pas trop la politique, mais on va dire que pour le commun du mortel, c'est le Front National, enfin c'est le Rassemblement National qui est en gros le parti de l'ordre, de la sécurité. Le reste, que ce soit le centre ou la gauche, tout le monde sait que c'est un peu le laxisme. Pourtant, 2/3 des Français ont préféré voter centre et gauche plutôt que Rassemblement National. Ça veut dire que les gens n'ont peut-être pas pris la pleine mesure en fait. Non, mais c'est exactement ça. Alors il y a une dédiabolisation du parti du Rassemblement National, ça c'est un fait. Il y a une montée en puissance, c'est un fait aussi. Sur les dernières élections, quoique certains médias en disent, moi je considère que c'est eux qui ont gagné, c'est ce parti-là qui a gagné. Ils ont fait quand même 40% de députés en plus, donc ça compte. Maintenant, ça n'est pas suffisant, et encore une fois, cette prise de conscience individuelle, elle tarde à venir, un petit peu comme au moment du Covid, quoi. Il y a un côté un peu moutonnier, puis à un moment donné, quand même, les gens se posent des questions, et quand la lumière arrive à tous les étages, là, ils se disent, tiens, il se passe quelque chose. Mais ça prend du temps, et c'est là où on est quand même un petit peu, je pense, tous responsables. On devrait réagir beaucoup plus vite, on devrait... c'est pas de la politique, c'est vraiment de la vie de tous les jours, ce dont on parle, là. C'est pas normal ce qui s'est passé là. Regardez, dans 3 jours, allez, dans une semaine, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. Il y a 1 an de ça, quand il y a eu la mort du jeune Naël suite à ce refus d'obtempérer, là aussi, ça a duré combien de temps? On a eu la France par à feu et à sang, on va exagérer, mais ça a bougé dans les banlieues. Presque, quand même, presque, voilà. Il y a eu des dégradations importantes que la collectivité a une fois de plus payées. Donc il faut bien à un moment donné quand même que ça réagisse. Il va bien falloir quand même que les Français prennent conscience de ces difficultés-là. Cher Alain, il y a quelque chose d'intéressant que dit Patrice, c'est qu'il y a une France qui réagit, oui, et une autre France qui ne réagit plus. Oui, alors, la situation est d'autant plus complexe que réagir, oui, mais réagir comment? Réagir simplement par le bulletin de vote, je pense que c'est de toute façon largement insuffisant. Et le problème, c'est que en France, et aussi dans le reste des pays d'Europe, on voit bien que les gens ne sont pas libres d'exprimer leur voix sur tout ça, que les législations sont de plus en plus liberticides pour empêcher qu'il y ait de vraies réactions. Est-ce que vous avez prêté attention à ce qui s'est passé durant ce mois d'août au Royaume-Uni? Vous avez eu ce Rwandais qui a, dans une crèche, frappé au couteau des enfants. 4 enfants, si ma mémoire est bonne, ont été tués à coups de couteau par un jeune réfugié, entre guillemets. Plusieurs autres ont été gravement blessés. Des Anglais ont réagi. Évidemment, la doxa critiquera la façon dont ils ont réagi, mais des Anglais sont descendus dans la rue pour dénoncer le laxisme, pour dénoncer cette immigration incontrôlée. Ils l'ont fait de façon rude parce que c'était des milieux populaires qui sont descendus dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été très sévèrement réprimés, beaucoup plus que les délinquants ne le sont. Et le Royaume-Uni nous montre une direction particulièrement inquiétante, c'est que, à la suite de cette mobilisation des milieux populaires anglais bien décidés à ne pas laisser cette immigration leur rendre la vie impossible, eh bien, les autorités anglaises ont permis que des milices immigrées se mettent en place dans de nombreux quartiers britanniques, et on a vu des patrouilles en uniforme paramilitaire avec des jeeps parader dans plusieurs quartiers populaires britanniques. Des immigrés ont repris le contrôle avec l'assentiment des autorités policières et du Premier ministre britannique. Et ça nous montre bien à quel point désormais notre marge de manœuvre est extrêmement limitée.
C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas par les urnes que l'on pourrait ramener les choses dans la bonne direction, mais dès que la population, dans quelques pays européens que ce soit, ose un peu montrer les dents, l'appareil répressif est très fort parce qu'on est entré dans une logique de gouvernance totalitaire. Alors vous avez totalement raison. D'ailleurs, les Anglais ont réagi, Oui. ce qu'on n'a encore jamais fait en France. Parce que moi, j'ai jamais vu d'ailleurs aucune manifestation en France contre l'immigration, enfin pour l'arrêt de l'immigration. Je n'ai jamais vu. Ça se fait ailleurs, ça ne se fait pas en France. Et d'ailleurs, de nouveau, constatons qu'un parti comme le Rassemblement national, qui a un score élevé aux élections, n'ose plus occuper la rue, n'ose plus organiser une manifestation. Sa stratégie, c'est d'être absent de toutes les manifestations, sauf lorsqu'il s'agit parfois de soutenir... Mais comment vous expliquez aussi que voilà, voter, ça ne prend aucun risque. Voilà, on est dans son isoloir, on met un bulletin. Pourtant, malgré que nous sommes dans une France orange mécanique, pour reprendre les termes de Laurent Berton, le Front National ne fait pas 50%. Comment l'expliquer ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'effectivement, il y a toujours ce côté diabolisation, même si le mouvement politique Rassemblement national a tout fait pour être largement dédiabolisé et a donné tous les gages nécessaires pour cela. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'on est à la veille du second tour, toute la machine se remet en place pour pratiquer la réduction ad Hitlerum, hein, donc, et faire penser que si le Rassemblement national était au pouvoir, les heures les plus sombres de l'histoire réapparaîtraient. Bon, on sait bien que tout ça est une grande farce, mais la population est très facilement manipulable. Après, est-ce que l'insécurité est le premier critère de vote des électeurs ? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle dispersion des centres d'intérêt, beaucoup ne considèrent pas que c'est leur première préoccupation. Oui, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas encore été confronté à un phénomène à titre personnel, donc d'insécurité, bon, ce n'est pas votre critère numéro un. Le critère numéro un, c'est quand même, pour l'essentiel des familles en France, c'est nourrir ses enfants, c'est se loger. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, hein, elle n'est pas venue d'un problème d'insécurité, elle est venue d'un problème de carburant, donc de coût de la vie. Donc ça, c'est certain. Je pense que... Mais bon, la situation économique du pays est quand même en train de se dégrader très fortement. Au mois de mai, juin, juillet, le nombre de défaillances d'entreprises a été très important en France. On est en train de battre des mauvais records. Et ce n'est pas l'absence de gouvernement qui donc conditionne. Vous savez comment ça marche. On va rentrer dans un calendrier parlementaire assez chargé, puisque normalement, à partir de début septembre, on doit avoir le projet de loi de finances. Bon, sans gouvernement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc, l'état du pays étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que socialement, ça ne va pas, économiquement, ça ne va pas, sociétalement, ça ne va pas. Bon, à un moment donné, ça va bien aboutir, entre guillemets. À quoi ? Parce que tout le monde me dit oui, ça va péter, il y aura ceci, il y aura cela. Voilà, bon, moi je suis pas sûr. Hein. J'ai pas cet optimisme, on va dire. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que t'en penses ? On a connu des crises en France, mais on avait des marges de manœuvre. On avait des marges de manœuvre budgétaires. D'abord parce que avant le traité de Lisbonne, on pouvait encore choisir un petit peu la façon dont on voulait mener le pays. Et puis, budgétairement, on avait des marges de manœuvre. Quand on avait 40% en dette, 40% du PIB, on avait encore une marge de manœuvre. Aujourd'hui, on est quoi, à 110, on n'était pas loin des 120. On l'a plus, cette marge de manœuvre. On pourrait presque dire que demain, on pourrait être mis sous tutelle par l'Europe, en définitive, économiquement. Donc, l'argent facile, n'est-ce pas déjà le cas ? C'est déjà le cas, en fait. Ouais. Alors, mais on a plus cette marge de manœuvre économique qui nous permettrait éventuellement de calmer, de temporiser. Ce qui s'est passé au moment du Covid, on file du fric, ce qui s'est passé au moment du Gilet jaune aussi, où on a lâché un peu d'argent. Est-ce que le gouvernement qui arrivera demain à Matignon, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir le faire ? Je ne suis pas du tout convaincu. Or, les difficultés s'amoncellent. On a une inflation qui est quand même importante. Ça devient de plus en plus compliqué de remplir son caddie. Donc, ça ne va pas tenir. Moi, je pense que c'est un problème de timing. Je ne dis pas que ça va se faire dans les 2 mois, mais en tout cas, il n'y a pas de signe positif pour un redressement du pays. Tu n'es pas d'accord avec ça ?
Avec le fait qu'il va y avoir un mouvement populaire sur du social. Je n'y crois plus parce que les exemples des dernières années nous montrent qu'à chaque fois, tout est brisé dans l'œuf. On se souvient tous des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient probablement l'incarnation d'un certain espoir d'une sorte d'insurrection populaire pour essayer de faire prendre conscience à la classe politique de la situation sociale et économique désespérée de nombre de Français. Elle a été écrasée par la violence policière d'un côté, et puis elle a été infiltrée par l'extrême gauche et les milices antifa de l'autre, et les milices antifa qui sont des supplétifs du pouvoir. Ensuite, on a vu les 2 ans et demi de covidisme, il y avait là 1001 raisons de s'insurger, et puis en fait, l'essentiel des Français ont été de bons moutons et ont suivi. Sur le Covid, il y a quand même un point qui était assez exceptionnel, c'est qu'on a demandé aux gens de rester chez eux et on les a payés pour ça. Ça, cette situation-là, et ça a coûté énormément. Oui. Et les entreprises d'aujourd'hui, celles qui tombent, ce sont des entreprises qui se sont retrouvées à devoir rembourser, enfin qui sont en cours de remboursement de leur PGE, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont un endettement anormal dans leur bilan et elles coulent les unes après les autres. Je ne suis pas certain qu'on soit en mesure de pouvoir refaire la même chose. D'abord, je pense que tous les Français n'ont pas reçu un chèque pour rester à la maison. Et travailler, si, puisqu'on a eu au moins 3 semaines, en 3 semaines, un mois, on devait rester chez soi. Oui, et ça, mais c'était payé. Si on considère tous ceux qui ont perdu leur emploi, notamment dans la gendarmerie, dans l'armée, dans le personnel médical. C'est des gens qui, au contraire, ont perdu largement des moyens financiers, une profession, et qui, en soi, ont été laissés sur le carreau, mais il n'y a pas eu de révolte même de ces milieux-là. Et là, prenons l'exemple tout récent des Jeux Olympiques. On ferme, on rend impossible la vie de quantité de patrons de restaurants, de brasseries, de bars, etc. Est-ce qu'ils se sont révoltés? Est-ce qu'ils ont protesté? Non, parce que la plupart espéraient, encore une fois, un chèque à la fin des JO, comme ça avait été le cas pour le Covid. Et donc, je pense que les finances de l'État, oui, elles sont de pire en pire, mais entre guillemets... l'Union européenne viendra toujours au secours de l'État français si c'est pour accroître cet état des lieux totalitaire, mettre la population sous muselière, ça plaît beaucoup à l'Union européenne. Je ne pense pas que ce soit par rapport à la dette publique que les gens réagiront, parce que la dette publique c'est tout le monde et c'est personne, donc en définitive les gens ne bougeront pas. C'est par rapport à la dette privée. Aujourd'hui le ratio de dette privée là aussi est très par rapport au Est-ce que toi, qui es expert comptable, tu as les chiffres un peu à peu près? On a un taux de je ne sais plus, je crois que c'est... Il faut vérifier, mais je crois que la dette privée, elle est autour de 140%. Le PIB, c'est énorme. En fait, si vous voulez, on a des entreprises qui sont surendettées à cause de la phase Covid, avec des PGE qu'elles ne peuvent pas rembourser parce que leur activité, qui est une activité, somme toute, à peu près identique à celle qui existait avant le Covid, cette activité ne permet pas tout simplement de rembourser. Donc c'est pour ça qu'elle coule. Une grande partie d'entre elles disparaissent. Les particuliers sont aussi endettés. Il ne faut pas croire, vous avez des gens qui vont dire moi je pars en vacances, j'ai une super voiture, etc. Mais ils sont tous super endettés, les gens. Donc, cet endettement-là, à un moment donné, il ne sera plus supportable. Mais est-ce que tout ça ne rentre pas précisément dans le plan, par exemple, du Forum économique mondial de Davos, de Klaus Schwab, etc. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Si, voilà. Oui, et donc eux, ils ont tellement de longueur d'avance que je pense que, hélas, malheureusement, ils ont largement anticipé les différentes étapes de révolte populaire et ils les écrasent dans l'œuf. Est-ce que ça, ils l'ont vraiment anticipé? Parce que Klaus Schwab, en effet, il veut que les gens ne possèdent plus rien, le World Forum économique mondial, très bien aussi, mais ces gens-là, ils ne connaissent pas les peuples. Enfin, je veux dire, ils ne traînent pas avec eux, ils sont dans leur tour d'ivoire. En réalité, ils n'en savent rien. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent bien et leur conseiller la psychologie humaine
et qu'ils savent comment tenir les gens en laisse. Et hélas, ça marche. On le voit tous les jours, ça marche. Les gens sont tenus en laisse. Les gens ne se révoltent pas. Il n'est même pas besoin de leur mettre une muselière. Ils ne se révoltent pas. Il n'y a pas de foule qui veut mordre. Le régime a devant lui une facilité déconcertante pour avancer ses pions. Qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Alain? Oui, là, j'y souscris complètement, c'est clair. Il maîtrise très bien tous ces rouages de psychologie qui permettent tout simplement de maintenir la population juste à flot, pas au-dessus, pas en dessous non plus, parce que sinon elle coule. Ça, c'est certain. Mais après, on manque aussi de leaders qui pourraient incarner cette opposition aussi. Ça, c'est clair. On a un vide politique assez unique. Hein. Ah, bien sûr. Et là, précisément, je trouve qu'il y a une part de responsabilité très importante de la part du Rassemblement national, parce que précisément, ce Rassemblement national ne veut pas descendre dans la rue, il ne veut pas être à la tête d'un mouvement populaire qui descend dans la rue. Le Rassemblement national n'a qu'un objectif, prendre la place de Macron et s'installer dans les ors du pouvoir et gérer le pouvoir d'une façon assez similaire. Il ne veut pas d'une insurrection populaire pour redresser le pays. C'est quoi? C'est plus quelque chose de gauche, cette insurrection? Oui, c'est Mélenchon qui l'incarne aujourd'hui, c'est vrai. Oui, mais en soi, elle n'est pas. C'est pas nécessairement un principe de gauche. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est lui. Oui, aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est lui. Oui, on nous dit que c'est un ténor, et oui, c'est vrai. Bon, alors on ne partage pas ses idées, c'est un fait, mais au moins il incarne quelque chose, en tout cas pour les adhérents de son parti. Et quand il voilà, c'est lui d'ailleurs qui a proposé, je crois que c'est le 7 septembre, d'aller faire une manifestation. Par rapport à... Bien sûr. Voilà, donc, alors, revenons sur quand même cette affaire. Nous avons un gendarme, on peut dire qu'il est assassiné. Oui, bien sûr. C'est un assassinat, pas juste un accident de voiture. Le gars n'a à aucun moment ralenti, donc voilà. On a vu les images d'ailleurs. Bien sûr. Il a foncé vers ce gendarme et on apprend ensuite qu'il avait une dizaine de condamnations, et malgré ça, il avait le droit de... Puis la liste vaut la peine, violence en 2006, outrage en 2009, à nouveau violence en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur personne détentrice de l'autorité publique en 2016, rébellion en 2016, violence en 2016, conduite en état d'ivresse en 2023. Donc voilà, le parcours, il est assez vaste. Comment on explique que, malgré tout ce pédigré, ce monsieur n'est nullement enquêté par la justice? Le laxisme général, et le laxisme va bien plus loin que ça. J'ai fait quelques recherches avant l'émission, quelques chiffres qui en disent extrêmement long. Les chiffres des OQTF, des ordres de quitter le territoire français. Alors bon, le Cap-Verdien qui a percuté le gendarme n'était pas sous OQTF, mais les chiffres de l'OQTF en disent long parce que c'est encore une autre catégorie de délinquants. En 2021, ce sont les chiffres qui sont disponibles, 125 450 OQTF prononcés. Taux d'exécution, 6,8%. Contre 12% en 2019. Donc on ne cesse de régresser dans l'application. 2 fois moins l'année dernière par rapport à 2019. Ouais. Et puis j'imagine que parmi les 6%, la plupart doivent être des Roms ou des gens comme ça, quoi. Je ne pense pas que ce soit des Algériens ou... Attention, et là encore, justement, quelle est la situation des Algériens qui réellement sont mis dans l'avion? C'est qu'ils reviennent dans les 10 jours qui viennent, parce que l'Algérie, qui est en situation complexe avec Macron, régulièrement, lorsqu'elle a un problème de relations diplomatiques avec la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie illico tous les Algériens qui débarquent en Algérie, elle les remet dans l'avion, et dans les 10 jours, ils sont à nouveau ici. Donc les chiffres dont se vante Darmanin en matière d'OQTF, c'est de la mascarade, c'est de la poudre aux yeux. C'est fou ces chiffres quand même. Oui, mais tout le monde les connaît. Hein. Malheureusement, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus, et malheureusement ça ne bouge pas. Hein. On ne fait que constater. Et on a une justice qui est en dessous de tout, pour le coup.
Comment on l'explique, ce laxisme judiciaire? Parce que j'ai encore entendu ce matin un avocat à BFM dire non mais attendez, il n'y a pas de laxisme judiciaire, on bat chaque mois des records d'emprisonnement, nous avons 75 000 prisonniers en France, il n'y en a jamais eu autant dans toute l'histoire de France. C'est sûr qu'après, on a un nombre de places limitées en prison, donc j'imagine que ça aussi c'est un paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que voilà, ils ont plutôt tendance à dire écoutez, vous allez faire du sursis, vous allez faire des travaux d'intérêt généraux. Le bracelet électronique. Voilà, le bracelet électronique, pour désengorger ces prisons qui sont pleines. Mais on voit bien que ça ne résout pas. Mais le problème, il est à la base. C'est aussi un problème de compréhension de la loi, c'est un problème d'acceptation de la loi de la part d'une population qui nous vient de l'étranger et qui, de toute évidence, ne l'accepte pas. C'est un problème d'immigration excessive parce que on a donc une immigration qui est incontrôlée. Incontrôlée parce qu'on ne contrôle plus nos frontières, incontrôlée parce que ça dépasse largement le cadre de la France, puisqu'ils viennent d'Italie, ils viennent de Grèce, ils viennent d'Allemagne. Et donc, à la fin, ça nous fait... Incontrôlée aussi parce que la police, la gendarmerie, n'incarne plus aux yeux des populations, génératrices d'insécurité, une peur. Il faut bien le dire, ça aussi. Si ils se révoltent à Marrakech, la répression sera autrement plus rigoureuse. Oui, mais ils n'acceptent pas notre autorité. Voilà. Oui, mais comment on l'explique ça? Ils ne l'acceptent pas, mais aussi parce qu'on ne l'incarne pas. Est-ce qu'à un moment ou l'autre... C'est un manque d'incarnation seulement? Oui, bien sûr. Si réellement les forces de l'ordre recevaient des ordres à la fois des préfectures et des ministères de l'Intérieur d'agir de façon ferme, comme cela se passe dans les pays du Maghreb, là, d'un seul coup, je pense que le message passerait différemment. Mais à partir du moment où, quand des patrouilles de police sont envoyées dans les quartiers, elles sont caillassées et elles font marche arrière, les gars, ils savent bien qui est le patron, en somme. Oui, puis il y a un manque d'exemplarité de la part de nos représentants aussi. Ça contribue aussi à entretenir cette absence de reconnaissance de l'autorité. Par exemple, un Gérard Larcher qui se vautre dans la luxure du Sénat, les gens se disent moi aussi je vais faire les conneries. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des parlementaires qui deviennent députés, des personnes qui deviennent députés alors qu'elles ont des casseroles au derrière. Ça, quand on voit un gars... mais bon, là, c'est comme moi, je trouve que là, on dédouane un peu quand même. Là-dessus, je ne pense pas que le Cap-Verdien, il ait entendu parler de M. Delegu qui a roulé à contresens et il a voulu faire pareil. Non, c'est certain, mais c'est tout un ensemble. Et ça, encore une fois, ça se retrouve dans la vie de tous les jours. Quand les gens que vous êtes censés vous représenter eux-mêmes, je ne vais pas dire qu'ils se fichent de la loi, mais ils arrivent à la contourner. Voilà, c'est un principe de valeur qui n'existe pas, qui s'effondre. Et ils disent pourquoi pas moi? Lui, il le ferait, moi je le fais pas. Donc, oui, mais je pense que c'est plus généralement un grand problème de principe. Lorsque un immigré arrive en France, il devrait se voir rappeler qu'il est un invité. Or, ici, jamais on lui rappelle qu'il est un invité. On lui déroule le tapis rouge, on lui donne toute une série de droits, sans même qu'il ait besoin de les revendiquer. Et donc, pourquoi reconnaîtrait-il dans les forces de police ou dans le système institutionnel français une autorité qu'il respecterait? Elle n'est pas respectable, cette autorité, cette institution. Elle n'est pas respectable puisqu'elle s'est volontairement mise au service de celui qui débarque. Si on transpose ça dans la vie de tous les jours, si vous et votre épouse vous invitez quelqu'un chez vous pour dîner, vous n'allez pas lui permettre ensuite qu'il décide comment vous allez redécorer votre intérieur, qu'il crache dans la soupe et qu'il ait envie de monter avec votre épouse dans la chambre familiale. Or, la France, c'est ça qu'elle fait. La France, elle permet à des gens qui débarquent de dire comment le pays doit fonctionner. On leur donne des droits dont des Français de souche sont privés depuis longtemps. Je veux dire, des droits financiers. Je veux dire, combien de Français à l'âge de la retraite vivent dans la misère ?
sans que l'État n'intervienne pour leur donner un niveau de vie meilleur. Mais par contre, le gars qui débarque de l'Afrique, on va, alors qu'il entre ici en toute illégalité, on va quand même le loger, on va lui donner une indemnité quotidienne pour qu'il puisse se nourrir, on va lui donner des droits pour les soins de santé, on va lui donner des droits pour l'éducation de ses enfants, on va lui offrir une télé. Bon, ça fait beaucoup peut-être à un moment. On est devenu un pays qui vit en tout cas qui vit mal de ses incohérences. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Je lisais, j'étais en vacances il y a une dizaine de jours, un article dans le Figaro. Un squatteur d'une piscine s'est retrouvé donc paralysé. Il porte plainte contre le propriétaire et il a gain de cause. Alors au motif que le propriétaire, quand même, il doit avoir son bien sécurisé, etc. Quand bien même une personne étrangère, voilà. Donc on assiste à des choses qui sont pas compréhensibles, qui deviennent injustes, qui sont incohérentes, et tout ce système-là, il faudrait le reprendre en profondeur. Et il faudrait s'appuyer sur des principes moraux, des valeurs fortes. Or, tout ça, ça s'est liquéfié au fil du temps, ça s'est délité. Et c'est là qu'on voit quand même à quel point une civilisation tient aussi par sa religion. Quand la religion est mise à mal, les valeurs civilisationnelles s'effondrent tout aussi vite. Où est le bien, où est le mal? Tout est contesté. Oui. Et donc, s'il n'y a plus ni bien ni mal, bien, on voit les conséquences, le relativisme de tout cela, c'est que c'est la loi de la jungle. On est là-dedans, dans cette loi de la jungle aujourd'hui? Complètement. En tout cas, les banlieues françaises, c'est bien la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Mais il y a les banlieues, certes, mais il y a les centres-villes. Oui. Il y a même les campagnes. En fait, à une époque, on avait les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, les banlieues, et ça s'arrêtait là, la sécurité. Mais même à Nevers, dans la Nièvre, on sera dans la sécurité. Même à Tulle, chez M. Hollande, on sera dans la sécurité. Enfin, c'est devenu un problème global. C'est une logique mathématique. À partir du moment où on continue inlassablement à laisser rentrer une quantité impressionnante de personnes d'origine extra-européenne, vous submergez le pays. Il n'y a rien à faire. C'est mathématique. Ça, plus le phénomène démographique, avec des taux de natalité qui surpassent largement les nôtres. Bien sûr. On ne va pas parler de grand remplacement, enfin on y est. Non, mais c'est très facile à comprendre. Et c'est pour le coup. Il suffit d'entrer dans un métro, d'être à la gare du Nord. Le contexte, il est visible par n'importe qui a des yeux. Hein. Et pourtant, la solution existe. On a vu pendant ces JO, lorsque la police est présente massivement, le taux de délinquance baisse drastiquement. Non, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait... ils n'ont pas sorti une statistique justement pour dire que sur Paris, il y avait eu des taux... Même pendant les JO? Ah ouais, il me semble. Hein. Et puis, parce qu'il y avait des vols à la tire, des trucs comme ça, il y a eu pas mal de choses. Et puis de toute façon... Donc vous avez vu, je crois même moi, le média mainstream. Et puis de toute façon, je peux y croire. Vous ne pouvez pas maintenir toutes les forces de police sur la région parisienne. Hein. Bon, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a concentré toutes les forces de l'ordre disponibles sur l'Île-de-France. C'est ce qui d'ailleurs était un grand danger, puisqu'il aurait suffi qu'un mouvement d'émeute s'amorce dans les villes de province, et la situation aurait été dramatique. Oui, mais comment on fait? Tiens, parce qu'en plus, toi, tu es président d'une association qui défend la France, Civitas défend la France. Comment on fait justement pour défendre la France, en sachant que les mesures, on les connaît, hein, mais les mesures que vous et moi, on veut mettre en place, elles seront anticonstitutionnelles à 100%. Donc comment on fait pour défendre la France? Parce que si on laisse ça comme ça, si on se retrouve, nous trois, ici, dans 10 ans, j'ai bien peur qu'il n'en reste plus grand-chose. Non, mais déjà, on peut... anticonstitutionnel, je ne sais pas exactement à quoi tu penses, mais j'ai une petite idée, mais déjà, il faudrait tout simplement remettre du contrôle.
arrêter cette immigration qui est folle. Bon, la France a toujours été un pays d'immigration. C'est pas un scoop, ça a toujours été le cas. On a eu des Italiens, on a eu des Espagnols, on a eu des Polonais, on a eu... Bon, voilà. Oui, mais ça, c'est au 19e, 20e siècle. Bon, oui, après, au 15e, au 14e... Avant, on a été un pays envahi, on a eu des Russes, on a eu... Bon, voilà. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... On a une terre d'accueil, hein, pour le coup. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Mais le problème, c'est que là, on a ouvert les robinets à fond. Et donc, ça devient incontrôlable. Ils ne contrôlent plus rien. C'est nos autorités. Le ministère de l'Intérieur... Alors du coup, comment on fait Il faut revenir à du contrôle. C'est du contrôle des frontières, c'est être beaucoup plus précis sur les personnes qui intègrent le pays. C'est s'assurer que... Parce que là, on est en train d'importer toute la misère du monde. Hein. J'ai vu une vidéo l'autre jour, c'était les plages d'Ostende. J'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'était affolant. C'était dans un état déplorable, avec une population, on a l'impression que les gens dorment là. Enfin, c'était bon. Mais... il faut revenir à du contrôle. On a arrêté le contrôle. On ne contrôle plus rien. Donc là-dessus, la France, si elle a un poids encore dans l'Europe, elle doit au moins imposer ça. Et tous les pays doivent faire ce contrôle. Or, ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique. Bah oui, ni en France, ni à l'Union européenne. Il n'y a pas la volonté politique. Au contraire. La volonté politique existante, c'est de continuer à renforcer le melting pot à toute allure. Mais alors, du coup, je veux vraiment qu'on donne des solutions aux gens qui nous regardent, parce que souvent, il y a toujours des constats et tout, et je pense qu'il faut malgré tout en sortir. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce serait contre la Constitution? Lorsque l'on voit que la loi Darmanin a été, faut se dire les choses... censuré aux 3/4. Bon, si on propose, je ne sais pas moi, le retour, comme l'a demandé Madame la veuve du gendarme, le retour à la peine de mort, ce sera inconstitutionnel, puisque M. Chirac a mis la fin de la peine de mort dans la Constitution. C'est tout simplement impossible de rétablir la peine de mort en France sans sortir de l'Union européenne. Première règle, voilà. Oui. Et sans réformer la Constitution française aussi. Bien sûr. Parce qu'elle a la Constitution. C'est recouvrer notre souveraineté. Hein. Évidemment. On a besoin des autres pays européens comme on a besoin des autres pays du monde, mais pour autant, on n'a pas besoin d'être dilué dans l'Union européenne. Donc ce qu'il faudrait, c'est revenir plutôt, aller plutôt vers un système confédératif plutôt que c'est une dilution telle que celle qu'on connaît aujourd'hui. Il faut qu'on puisse, en tout cas le régalien, recouvrer notre pouvoir. On ne l'a plus. Regardez, pour en revenir à l'emprise de l'Union européenne qui empêche de toute façon qu'un gouvernement qui serait vraiment désireux de servir son peuple aille dans la bonne voie, c'est regarder les sanctions financières qui ont frappé la Hongrie d'Orban parce qu'il a pris, lui, des mesures contre l'immigration sauvage. Qu'est-ce que l'Union européenne fait? Elle lui inflige une très lourde amende. Alors bon, il trouve les moyens de ne pas la payer, mais en échange, l'Union européenne bloque des subventions dont la Hongrie pouvait espérer voir les fruits. Donc, on voit bien, si on reste dans l'Union européenne, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de mener une politique de reprise en main des frontières, de stabilisation de l'immigration, d'arrêt de l'immigration sauvage, de renvoi massif des immigrés délinquants. Il n'y a pas moyen de reprendre le contrôle du pays au service de la France et des Français en restant dans l'Union européenne. Oui, mais malgré tout, l'État peut faire quelque chose tout en restant dans l'Union européenne. Bon. Parce qu'il faut se dire les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de partis qui veulent être hors de l'Union européenne. Non, même pas le Rassemblement national. Voilà. Je vais prendre un exemple. J'ai vu, vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se passait en Angleterre. Il y avait une chanson anglaise qui s'est propagée sur Internet. Allemande. Non, anglaise de cet événement, d'accord, oui. qui disait voilà, qu'il parlait des rues sûres de la Pologne. Bon, alors, forcément, j'ai entendu. Et il se trouve qu'en Pologne, qui est dans l'Union européenne, et qui est un pays sûr, pour se dire, qui est un pays de 38 millions d'habitants, il y a 248 000 prisonniers.
38 millions d'habitants, 248 000 prisonniers. La France, 68 millions d'habitants, 75 000 détenus. Il y a quand même un différentiel, c'est-à-dire qu'un pays beaucoup plus petit a 3 fois plus de détenus, c'est-à-dire que dès que l'un mec fait une connerie, bah, il est en prison, et ici, voilà. Déjà, rien que ça, si le Rassemblement national le proposait, je sais pas moi, comme dans le livre de M. Humberton, 300 000 places de prison, je pense que déjà on aurait fait un pas, non? C'est ça. Ouais. Oui, oui, mais vous imaginez, dans l'état actuel de la dispersion du pouvoir, comment les médias traiteraient ça? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les médias incarnent un pouvoir d'influence considérable. Et donc, vous auriez immédiatement à la fois les nervis d'extrême gauche et quasiment l'ensemble de la classe médiatique qui aboierait dans le même sens. Mais on voit d'ailleurs comment ils ont hurlé contre la veuve. Bien sûr. Bien sûr. Et aussi, il faut observer sur les réseaux sociaux comment il y a, sans aucune sanction, une liste impressionnante de commentaires laissés par des internautes, des utilisateurs de Facebook, de Twitter, de Telegram, appelant à la mort de la veuve. C'est fou, ça, c'est quand même choquant, c'est dingue. Bien sûr, c'est choquant. Ça prouve quoi, ça? Qu'il y a une France... En fait, est-ce qu'il y a deux France? L'ensauvagement? L'ensauvagement? C'est l'ensauvagement, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a... Oui, il y a l'ensauvagement, certes, mais est-ce qu'il y a deux France qui auraient été... quoi que l'une des France fera, eh bien, l'autre lui tombera dessus. Oui. De toute façon, c'est un peu à l'image, je reviens encore au vote, bon, ça reste quand même la représentation nationale, regardez, c'est à peu près moite-moite. Hein. Vous avez d'un côté une extrême gauche qui, elle aussi, prend de plus en plus d'importance, et puis de l'autre côté, vous avez une extrême droite, et ça, ces deux France s'opposent. D'ailleurs, au niveau des électorats, ils sont complètement différents. Hein. On est en train de recréer toute la ceinture rouge autour de Paris, voilà. La campagne, ça va être plutôt justement de l'extrême droite, je pense notamment dans le nord, le sud-est. Donc oui, il y a deux France aujourd'hui qui ne se comprennent pas, qui ne veulent vraiment pas se comprendre, qui ne veulent plus se parler. C'est ça aussi qui est inquiétant, c'est parce qu'il y a une forme de partition du pays. Et encore une fois, on n'a pas d'autorité politique qui permettent soit de calmer le jeu, soit de rassembler. Il n'y a personne. On n'a personne sur l'échiquier. Justement, cher Alain, le fait qu'il y ait ces deux France, un jour ou l'autre, ça va partir en vrille. C'est pas possible. Même si vous n'y croyez pas trop, ça ne peut que... Ah oui, mais là, on est dans un autre cas de figure. Là, on est dans un affrontement entre deux populations sans que ce soit entre guillemets, les Français de souche qui les choisit ou qui les activé. Je pense que ce sera plutôt, si ce cas de figure arrive, ce sera plutôt contraint et forcé. Mais je ne vois pas à l'heure actuelle de scénario plausible qui mène à l'émergence d'une révolte populaire des Français de bon sens, au sens large, y compris d'ailleurs des Français d'origine immigrée qui pourraient être de bon sens, parce que je pense qu'il y a aussi toute une série de Français d'origine immigrée qui sont particulièrement outrés de ce qui se passe et du laxisme qu'ils constatent à l'encontre de tous les immigrés délinquants. Moi, j'ai de temps en temps des immigrés qui m'abordent et qui me disent, vous savez, moi je travaille et j'ai fait ma vie ici, j'ai essayé de m'intégrer et je suis scandalisé par le fait que maintenant il suffit de débarquer, de revendiquer et d'obtenir et qu'en fait ils ont droit à tout sans donner aucun gage. C'est-à-dire qu'on on dit les choses en petit comité, on va dire, mais au-dessus, c'est plus possible, il y a vraiment une chape de plomb qui fait que... moi, je vais vous dire, en Pologne, ça, des trucs comme ça, je veux dire, s'il y a un mec qui va faire... Bah tiens, il y avait un truc qui s'est passé en Pologne, il se trouve que, en plus parce que j'étais au mois d'août, il y a un Sénégalais qui a fait ses besoins dans un lac, parce qu'en Pologne, on aime bien aller dans les lacs plutôt qu'à la mer. Je conseille plus les lacs parce qu'il fait quand même plus chaud qu'à la mer, c'est la Baltique. Et ça a créé un scandale. Et c'est un Sénégalais.
Et ils sont venus, les policiers, en mode GIGN, ils ont défoncé la porte, ils lui ont mis le truc, et puis, direction Dakar. Je veux dire, il y a des pays comme ça, il se passe un truc, ils deviennent fous, quoi. En France, j'ai l'impression que... qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, la France, c'est quand même le pays qui a gagné le plus de guerres dans toute l'histoire de l'humanité. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ça, c'est plus vrai depuis la guerre 14, quand même. Bon, je pense qu'il y a eu... Non, mais on a eu une vraie coupure, je pense. Comment on l'explique, cette coupure? Il y a quand même une adhésion de la classe politique, tout parti confondu, tout parti de gouvernance confondu depuis plusieurs décennies, au projet mondialiste. Hein. Si on passe à côté de cela, on ne peut pas comprendre. L'adhésion au projet mondialiste passe par l'adhésion à un projet multiculturel, multiracial, et donc, oui, à un remplacement de population partielle. Hein. Oui. Ça explique aussi le passage des lois bioéthiques. Une forme d'embourgeoisement aussi, peut-être? Et qui va de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous effacez le sentiment patriotique, le sentiment national auprès de la population, vous facilitez évidemment son émasculation. Et ensuite, avec toute l'émergence de la propagande LGBT, tous azimuts, etc., vous obtenez une population qui n'est pas en mesure de se dresser contre ce qui se passe. Hein. Bon, malgré tout... vas-y. Tu dois avoir des personnes dans ton entourage qui sont très axées à l'international, qui travaillent à l'international, qui organisent leur famille à l'international. Ils ne comprennent pas nos problématiques. Hein. Pour eux, la France, ça n'existe pas. Ils vont mettre leurs enfants en Suisse. C'est-à-dire qu'il y a une bourgeoisie qui, en fait, n'est pas touchée par tout ça, qui s'en fiche. Ouais. Oui, parce que... Alliée à la voyoucratie d'en bas, quoi. C'est-à-dire que les voyous d'en haut, on va dire, avec les voyous d'en bas, se sont alliés contre le peuple. Ouais, enfin... Bon, c'est pas une alliance consciente. Je pense, voilà, la bourgeoisie, la bourgeoisie des beaux quartiers, ses valeurs sont en bourse. Celui qui réussit aujourd'hui, il n'a pas de raison d'aller dans la rue, il n'a pas de raison de revendiquer ce que nous, on revendique aujourd'hui. Celui qui réussit, je veux prendre un profil classique. Expert comptable, t'as réussi, pourtant tu revendiques. Ouais, mais moi, ce que je vois au quotidien, c'est la galère de mes clients, et donc du coup aussi un petit peu la mienne par contre-coup. On essaie d'être très présent, à les aider, d'être à leur côté, etc. Et on voit combien c'est difficile aujourd'hui de pouvoir s'en sortir. On a demandé, depuis 2002, depuis la loi Dutreil, on dit, voilà, montez votre entreprise. Et c'est vrai, on a mis un système qui fonctionne, de création d'entreprise, c'est plus simple, il y a des aides, etc. Bon, très bien. Mais d'abord, tout le monde n'est pas capable de monter une boîte, tout le monde n'est pas capable de diriger, et puis, voilà. En 30 secondes, malgré tout, tu es quand même optimiste? Ouais. Oui, il faut toujours être optimiste. D'abord, il faut être optimiste parce que moi, on est dans le combat. On est dans le combat des idées et on veut bien évidemment que ça change. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras. Et il faut que justement attirer toute cette population qui n'a pas encore pris conscience des dangers. Et il y en a. Donc ceux que je viens de citer, je termine juste là-dessus. L'ingénieur informatique, lui aujourd'hui, sur Paris, il a un contrat, généralement c'est des contrats entre les 50 100 000 euros, il n'a pas de frais, tout va bien, il va monter sa petite famille, il va bosser, aller un coup en France, un coup aux États-Unis, un coup en Angleterre. Lui, il n'a pas de problème. Demain, il perd son contrat. Il va s'apercevoir des galères. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe. Alors c'est dommage, il tombe trop tard. Là, ce qu'il faudrait, c'est récupérer ces personnes, là, en ce moment, et leur faire prendre conscience que demain, toutes ces turpitudes, elles peuvent leur tomber dessus. Merci beaucoup. 30 secondes, est-ce que tu as quand même confiance dans l'avenir de ce pays? Malgré tout, là, on s'est dit des choses. D'abord, l'espérance est une vertu chrétienne indispensable. Donc oui, il faut garder l'espérance. Et puis, il faut se dire que le salut viendra au moment où on ne s'y attend pas. C'est vrai. Merci, Charles Scada. Civitas International, allez-y. Franchement, il faut y aller, il faut s'y inscrire, il faut adhérer. Il faut aussi soutenir le catholicisme dans ce pays. Je pense que c'est par ça qu'on s'en sortira. Absolument, parce que c'est le socle civilisationnel qui permettra les prochaines actions. Prochaines actions, on réfléchit à la façon d'organiser une réparation publique par rapport au scandale des Jeux Olympiques.
Oui. Très bien. Bah tiens, on en parlera lundi soir, 19h, avec Alain Escada. On parle souvent Et de- enfin, excuse-moi, parce qu'on n'a plus le temps en fait, avec Patrice, l'association de Patrice, l'initiative pour la défense de la nation française, aussi voilà. La défense française, il faut défendre la France. Quoi. Voilà, et pour faire le lien avec Civitas International, on parle souvent des actes antisémites, ils existent, on parle beaucoup moins des actes antichrétiens. En effet. Voilà, ce serait bien de... Merci beaucoup, cher Patrice. relayer. Merci à vous d'avoir été si nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Et là, on va recevoir dans 10 minutes, là, vous basculez sur Géopolitique Profonde. On va recevoir Jean-Luc Robert, psychologue. On va parler en gros de l'escroquerie des grands labos contre nos enfants. Ils veulent gaver nos enfants de médicaments, d'injections, etc. On va en parler dans 10 minutes. On vous y attend très nombreux. Allez, à tout de suite. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.